Aujourd'hui, bienvenue à Victor et à Philippe pour ce podcast animé pour l'École des Mines et les alumni d'Albi. Merci à vous deux, donc Victor qui représente Hooper et Philippe qui représente l'école pour l'aspect incubateur technologique. Donc merci à vous deux d'être présents. On va parler innovation, on va parler création de start-up, on va parler création d'entreprise, on va parler incubateur. Donc, bienvenue dans ce podcast et on va commencer directement par juste une présentation rapide de vous deux. Donc, soit Philippe, soit Victor, comme vous le sentez. À vous de voir. Vas-y Philippe, commence. Merci Victor, merci Olivier. Bonjour à tous les alumni, à tous les auditeurs de ce podcast. Je suis Philippe, Philippe Farenc, je suis un alumni également de l'École des Mines, puisque je suis sorti comme toi Olivier en 99, très bonne année. Ah oui. Et puis donc moi je m'occupe de l'incubateur technologique à l'école et puis développer les projets technologiques comme celui de Victor avec Hooper. Voilà. Super. Et toi Victor ? Et donc moi Victor, je suis aussi fraîchement alumni, du coup maintenant je peux le dire, depuis le mois dernier, donc promotion 2021. Et donc, je sors tout juste de l'école et dans le présent actuellement, je suis directeur général donc, de Hooper, donc cette nouvelle startup dont on va pouvoir parler plus en détail durant ce podcast-là. Et cool. Voilà, bonjour à tous. C'est cool, merci d'être présents tous les deux. Donc Hooper, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Victor, parce que c'est super intéressant. On a vu donc des images, on a vu des vidéos, voilà. Donc, est-ce que déjà reprenons depuis le début pour les gens qui connaissent pas du tout ce que c'est, voilà, je te laisse présenter le projet, où est-ce que ça en est aujourd'hui. Le plus simple pour présenter le projet, c'est toujours de reprendre la chronologie et de partir du point de départ qui s'appelle Jérôme. Ce point de départ, Jérôme, c'est une personne donc qui est triple amputée, dont les deux jambes au niveau des tibias. C'est un albigeois, lui, qui avait une problématique. Il est amputé depuis qu'il a 9 ans. Et il a vu l'évolution aujourd'hui des équipements qu'on peut avoir, d'accessibles ou non, pour les personnes amputées. Et une des grosses problématiques aujourd'hui, c'est l'accès au sport, en fait, parce que les prothèses de sport, adaptées donc pour courir notamment, sont très chères et non remboursées, en fait. Aujourd'hui, ça coûte globalement plus de 4 000 € par jambe pour pouvoir courir et c'est pas remboursé parce que le sport est un loisir. Et donc, il y avait vraiment cette problématique de base qui était celle de Jérôme. Jérôme, il amène ses enfants à l'école et à la sortie de cette école-là, il y avait un père qui allait chercher ses filles aussi à l'école, qui est lui ingénieur chez Airbus. Donc, il connaissait les matériaux composites, la fibre de carbone, qui aujourd'hui est un matériau très intéressant pour ce type de produit de prothèse de sport. Et en discussion à la sortie de l'école, il lui a très clairement dit tiens, toi, tu es ingénieur chez Airbus, moi, j'ai besoin de faire des lames de carbone pour moi pour pouvoir courir de manière plus accessible. Est-ce que tu peux me faire quelque chose, quoi ? Et derrière, ils ont commencé à réfléchir tous les deux en fait à voir comment faire évoluer ça, comment travailler sur cette problématique-là. Et une opportunité est venue à Benjamin par l'intermédiaire d'Airbus, avec la relation entre Airbus et IMT Minalbi, où là donc les missions innovation d'IMT Minalbi lui ont été proposées en fait. Et il s'avère que ce projet-là en fait s'intégrait parfaitement dans le contexte et dans les objectifs d'une mission innovation. Et donc, il y a eu une mission innovation qui a été lancée. Moi, j'étais à ce moment-là en M1, donc en deuxième année à l'école, en intégrant ce cours, finalement, qui est un cours à l'école sur 4 mois. Et donc là, on avait une équipe de 8 élèves ingénieurs. Donc, c'est là qu'on a commencé, nous, toute l'équipe, à travailler ensemble, avec Benjamin et Jérôme en tant que porteurs de projet. Et la problématique de base, c'était comment rendre le sport plus accessible aux personnes amputées. Donc là, on a commencé vraiment sur une page blanche à essayer de se renseigner. Nous, c'était un milieu qu'on ne connaissait pas forcément. Donc, on a travaillé là-dessus. On a fait beaucoup d'hypothèses d'innovation possible ou non. On ne s'est pas donné de barrière au début. Et ensuite, on a tranché en allant vers l'idée de faire une lame plus accessible et plus polyvalente aussi dans ses activités. Une lame qui permette en fait d'aller de la randonnée à la course sprint, ce qui ne se fait pas aujourd'hui en fait. Et donc, élargir les usages pour que vraiment le sport, ça devienne plus une élite parmi les personnes amputées qui aient accès à ce sport, mais que ça devienne quelque chose d'accessible pour toutes les personnes amputées en fait. Si je continue l'historique du projet, à la fin de cette mission innovation de 4 mois,
on a eu un résultat. On avait fait un premier prototype avec nous du carbone en fait qu'on avait récupéré du programme Airbus Reuse, donc il y a un programme de revalorisation des matières, des déchets en fait du côté d'Airbus, et ils nous ont gentiment envoyé un premier rouleau de matière qui nous a permis nous de faire un prototype et qu'on a fait tester sur Jérôme qui a pu courir avec. C'était assez sommaire au début, là, il n'y avait pas vraiment de semelle, enfin c'était vraiment du prototype, voire même de la maquette pour la première. C'était vraiment c'était très sommaire. Mais ça nous a prouvé qu'il y avait quelque chose à faire en fait, que ça nous avait pas coûté grand chose. On réutilisait de la matière, donc c'était intéressant d'un point de vue revalorisation. Et on a décidé d'aller plus loin parce qu'au bout de 4 mois, le projet, on ne sait pas si ça allait continuer et probablement pas en fait parce que c'est du temps et de l'énergie à donner à ça. Et sur notre temps libre, il nous restait 1 an et demi d'école. On s'est dit, allez, on a 1 an et demi pour donner notre maximum et on verra où on en sera dans 1 an et demi en fait. Et 1 an et demi plus tard, en fait, la société est créée et on est quasiment tous. On a 2 personnes. On a Valentine et Marcella qui étaient dans l'équipe de base, qui ont décidé de ne pas poursuivre l'aventure avec nous, mais qui ont bien travaillé avec nous sur la mission de départ. Et sinon, toute l'équipe est restée donc, dans l'entreprise aujourd'hui. Et on est tout fiers de continuer à travailler là-dessus avec un objectif de commercialiser notre première lame au printemps 2022. C'est top, bravo Victor, bravo de résumer si bien le projet, l'aventure, c'est top. Merci Victor pour ces informations, c'est super intéressant. Je reviendrai avec d'autres questions, mais autour de Philippe de parler. Comment ça se passe pour toi Philippe bon là on parle de Hooper, mais est-ce que toi tu as une méthodologie particulière pour accompagner tous les projets comme tu les vois là par exemple avec Hooper? Est-ce qu'il y a d'autres façons d'amener les projets? Comment tu travailles? Voilà. Quel est le rôle, plus généralement parlant, quel est le rôle de l'incubateur au sein de l'école? Comment ça se passe? Voilà, j'ai besoin d'en savoir un peu plus. C'est une vaste question. En fait, je me suis aperçu qu'il n'y a pas 2 projets dont la genèse est identique et 2 projets qu'il faut accompagner de la même façon. On est vraiment sur de la haute couture. Il faut vraiment être à l'écoute du projet, à l'écoute des porteurs de projet et puis arriver à monter le programme qui correspond au projet. On l'a vu là sur Hooper, c'est des rencontres et des opportunités qui créent un projet. Donc, l'école avec les missions innovation, avec tout ce qu'on a mis en place sur les cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat, sur le parcours étudiant-entrepreneur. Et là, pour créer ces frictions et ces opportunités et créer ces embryons de projets, ces projets débutants. Après, à nous, avec toute l'équipe que j'ai au sein de l'incubateur, Loïc, Pauline, pour toute la partie business, moi sur la partie un peu financière et puis facilitation, écosystème, et puis Jean-Michel sur tout ce qui va être technique et industriel. Voilà, on a des rôles bien répartis sur le type d'accompagnement qu'on peut, nous, à l'incubateur, amener. Et puis, le lien fort qu'on va faire avec les centres de recherche, puisque chaque porteur de projet est accompagné par un ancien chercheur qui va mettre aussi ses compétences scientifiques, mais aussi son réseau au service du projet. Et le rôle de Quentin Gauvignon, ancien chercheur à l'Institut Clément Ader, pour suivre dès le départ, dès la MIA, il était auprès d'eux pour commencer à faire les premiers tests et à créer cette première lame là, qui a tout lancé. Voilà, ici, c'est ça, c'est l'opportunité, arriver à faire en sorte que le moindre grain, on arrive à le cristalliser. Je prends un peu ma casquette génie des procédés. Donc, dès qu'on a un grain, il faut arriver à le cristalliser et puis à mettre toutes les conditions qui vont bien pour que cette cristallisation s'épanouisse. Donc, ça, c'est vraiment le rôle de l'incubateur. Après, je ne sais plus, j'avais plus écouté ta seconde question, mais je suis parti ma réponse sur celle-là. Mais je crois que c'est ce qu'on fait, quoi. On est, je ne dirais pas qu'on est des sorciers, mais il faut vraiment sentir le projet, voir de quoi il a besoin, vers quoi il faut l'aiguiller. Tu vois, sur Hooper, on a bien senti qu'ils avaient bien appliqué tout ce qu'on avait vu en termes d'océan bleu.
Et le fait de plus dire on va faire des courses, des lames de course, mais on change le concept et on va faire en sorte que tous les amputés puissent se remettre au sport. Et ça change tout dans le modèle économique et dans les valeurs que porte le projet. Et donc du coup, il fallait trouver des liens aussi vers l'économie solidaire et sociale. Il fallait aussi trouver et mettre en place tout ce qui va être bien junior, l'entreprise. J'oublie mes termes, mais la junior, l'entreprise, la jeune entreprise universitaire ou innovante. Donc tout ça, c'est des critères qu'il faut qu'on mette en place avec Cooper, les financements sur la tech avec la BPI, etc. Voilà, c'est toutes ces pistes-là qu'il faut petit à petit arriver à bâtir et à accompagner le projet pour aller vers les premiers clients et la première phase d'industrialisation. Après, nous, on travaille sur la pré-incubation et l'incubation. Tout ce qui va être phase d'accélération et autres, c'est d'autres systèmes qui vont prendre la suite. Mais voilà, nous, on travaille au niveau de la cristallisation des projets. C'est là notre force et la force de l'école, puisque avec des exercices pédagogiques, avec plein de choses et nos moyens au niveau du Fab Lab et autres, et notre réseau, on a tous les atouts nécessaires pour faire de la cristallisation sur des projets techno, quoi. Okay. Et donc justement, toi, en fait, la question, je pense que tu as répondu à tout là, mais la question c'est que je rajouterais en plus, c'est se dire, mais est-ce que le projet il vient forcément on va dire de la jeune entreprise, voilà, par le biais de l'école en fait, ou est-ce qu'il y a d'autres canaux? Est-ce que par exemple, je sais pas, moi je viens, j'ai un projet, est-ce que je peux aller à l'incubateur? Qui tu peux entre guillemets aider? Est-ce que c'est forcément des alumni ou pas forcément? Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne en fait. L'école aide à des moyens et des exercices pour tous les porteurs de projets. Les MIA ne sont pas destinés uniquement, comme dans le cas de Hooper, à des associations ou des gens qui portent une idée. C'est d'ailleurs peut-être un peu l'exception au niveau des MIA. Les MIA sont souvent faits pour aider des PME locales qui ont un besoin d'innovation à essayer d'innover avec des élèves, avec une vision un peu nouvelle sur un nouveau marché, un nouveau produit. Donc là, l'AMIA a servi à un projet complètement nouveau, mais la plupart du temps, c'est pour développer un marché déjà existant avec une PME. Après, à l'incubateur, nous, on reçoit les critères. Hein, c'est vraiment des critères sur la localisation. On a besoin... on est aidé par la région Occitanie, donc il faut que ce soit des projets qui vont naître et croître en Occitanie. Et puis après, le deuxième critère, parce qu'on n'a pas vocation à accueillir, à aider trop de projets, parce qu'on a une taille et une dimension qui est déjà finie, c'est faire du lien avec nos centres de recherche. On a un modèle économique qui est basé ainsi, c'est-à-dire l'incubation coûte quasiment rien à l'incuber, mais quelque part après derrière, toute la R&D, tout ça va être continué et fait avec le centre de recherche. Voilà un peu notre modèle économique. Hooper est en train de bâtir, par exemple, un plan de développement R&D, mais il est fait avec l'Institut Clément Ader. Et donc, quelque part, même si ça ne coûte rien en incubation à Hooper, il y a un retour quand même vers l'école. Donc, que ce soit des anciens élèves, que ce soit des gens extérieurs complètement à l'école qui ont un projet, si ça a un lien avec l'expertise de l'école, tous ces projets-là seront les bienvenus. Ce n'est pas une question d'âge. Là, on parle avec Victor, qui est un jeune alumni. Le projet de 3D Aerospace, c'est Benjamin, qui est un alumni de 2012, donc qui avait déjà 7 ou 8 ans d'entreprise. Et puis, ça peut être des gens qui sont complètement extérieurs à l'école, et la plupart du temps, c'est des gens qui sont complètement extérieurs à l'école. D'accord, mais justement, parce que moi, je ne connais pas l'incubateur, qu'est-ce que tu as comme référence en tête? Parce que tu nous as cité quelques exemples, hein. Quels sont les autres exemples que tu pourrais citer qui sont passés par l'incubateur? Les derniers gros exemples avec des choses qui se sont bien terminées, il y a le projet Marianka. Margot Bardou était une artiste donc avec des diplômes d'art appliqué et avec un produit très technique. C'est un enduit conductif
Et donc, on l'a accueillie, elle a développé son produit avec Sandrine Gatumel du Centre Rhapsody. Et donc, voilà, donc ça c'était une belle expérience, hein, puisqu'elle a même gagné un prix. Elle est allée participer au CES de Las Vegas. Elle a même gagné un prix, un award du concours Edison, donc, qui est un concours sur des startups américaines. Donc, la petite française issue d'Albi qui va aller gagner un concours de startup aux États-Unis, ça fait toujours plaisir. Et puis, par exemple, après, on avait Aiko. Aiko, c'était deux chercheurs qui se sont associés avec quelqu'un qui avait une MBA, mais il est arrivé un petit peu plus tard. Mais au départ, c'est deux chercheurs de la région toulousaine qui viennent chercher l'expertise d'Olivier de Almeida sur les matériaux composites, et notamment le carbone, hein, la mise en forme du carbone, pour faire des plaques bipolaires, pour essayer de révolutionner et de donner une évolution technique aux piles à combustible grâce à des plaques bipolaires qui vont durer beaucoup plus longtemps et beaucoup plus légères. Voilà, Romain et Alain ont monté Aiko, et maintenant Aiko, c'est 14 personnes, c'est une levée auprès de l'ADEME et d'autres porteurs de projets de WISID de plus de 2 millions d'euros, et c'est un projet qui démarre fort sur la région toulousaine. Donc voilà, il y a plein de projets différents avec des profils différents. Ce qui fait la spécificité, c'est que quelque part chez nous, c'est un projet qui va mettre en avant l'expertise technologique des centres, et c'est un projet qui aussi derrière est riche en emplois industriels. Donc tu sais, l'école est sous tutelle du ministère de l'Industrie. Et on regarde beaucoup à ce que ce soit des emplois qui soient développés en région Occitanie et donc sur le territoire national. Super. Merci Philippe pour toutes ces précisions. Toi, c'est génial, mais en fait, parce que je pensais, il y a encore une dernière question, je voyais les reportages sur France 3, sur La Dépêche, enfin, je sais que je n'ai pas tout vu, hein, mais j'imagine qu'il y a eu d'autres communiqués de presse. J'ai vu une personne aussi sur la Nouvelle-Calédonie, je ne sais plus son nom de famille, mais bref, qui faisait un truc sur LinkedIn où on voyait son nom, où on disait bah, je développe des lames pour les sportifs, voilà. Comment ça... est-ce que là aussi vous étiez accompagné sur l'aspect communication ou pas spécialement? Comment ça s'est passé? Là, c'était la communication de l'école en fait qui nous accompagnait là-dessus, qui était très réactif parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces journaux et notamment les journaux télévisés ne préviennent pas du tout en avance. C'est vraiment 2 jours avant, il y a toute l'artillerie qui débarque et il faut s'organiser. Et donc là, la communication de l'école a toujours été, et l'incubateur aussi, a toujours été très réactif vis-à-vis de ça parce que en une journée, globalement, il faut tout prévoir et mettre en place. Et donc, c'était l'assemblage, on va dire, entre les dirigeants donc, de l'incubateur et la communication de l'école. Et puis, notre équipe, on faisait ça ensemble. Globalement, c'est comme ça que ça se passait niveau communication pour l'accompagnement. C'est top. Et toi, est-ce que vous êtes, comment ça se passe aujourd'hui? Vous êtes salarié d'une même entreprise? Vous avez créé les statuts d'une entreprise? Toi, tu parlais de DG, etc. Comment ça se passe, toi, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es devenu, en fait? On a donc pour l'équipe, on a 8 personnes dans l'équipe aujourd'hui qui sont associées donc de la société qui est créée depuis juin 2021. Et parmi ces 8 associés, on a donc 2 dirigeants donc, qui sont à plein temps. Donc, c'est Hugo qui est président et moi, je suis directeur général, donc nommé par les associés. Et nous, on est 2 à être à plein temps là depuis septembre en tant que dirigeant donc, de la société, ce qui n'est pas vraiment salarié, mais ce qui est assimilé salarié en termes de statut. D'accord. Et c'est quoi votre, entre guillemets, si on peut parler sans trop dévoiler de secret, mais c'est quoi le business plan? C'est quoi l'idée derrière? C'est-à-dire, c'est de grossir, de prendre des salariés. Philippe parlait d'un développement industriel sur la région. Est-ce qu'il y a une fabrication qui est prévue? Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Nous, l'idée, c'est donc de commercialiser notre premier produit, qui est une lame donc plus accessible et modulable, notamment par un changement de semelle donc pour le printemps 2022. Ça, c'est notre premier objectif. L'objectif d'aller plus loin, c'est de développer d'autres produits en fait pour répondre toujours à cette problématique de dire on veut des produits polyvalents et accessibles.
et donc d'aller plus loin dans le sport pour les personnes amputées comme ça, en faisant un petit peu de recherche, parce qu'aujourd'hui, il y a quelques verrous technologiques à débloquer. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin dans cette démarche-là. Et après, d'un point de vue ressources humaines, l'idée, c'est de grandir, en fait, oui. On a un premier test, nous, qui va être la commercialisation, là, en 2022, et de voir comment ça accroche au marché, quels sont les retours. Et puis, si tout se passe bien, l'idée, c'est oui, de gagner en compétences et de recruter des postes, et notamment il y a différentes dimensions, mais il y aura globalement deux gros pôles. Il y aura un pôle recherche et développement avec une attention particulière à la biomécanique et à l'étude du sport. Et vraiment ce lien, ce qui est assez très intéressant avec les personnes amputées, c'est ce lien entre le côté mécanique de la pièce mécanique qui réagit et l'assimilation en fait au corps humain avec les muscles. Et la frontière entre les deux vraiment n'existe plus en fait. Et c'est un domaine où les deux se lient. Et donc la biomécanique prend tout son sens vraiment, même dans le sens pur du mot mécanique en fait, ce qui est très intéressant. Et donc il y aura ce volet-là plutôt purement technique et un volet là plutôt commercial et marketing parce que il y aura besoin forcément d'organiser des événements et de commercialiser nous sur une aire géographique plutôt large, ce qui nécessite des personnes. Et donc l'idée, ça va être de recruter sur ces points-là. Et là, à plus court terme, on va prendre nous deux stagiaires, en fait, sur les deux volets que je viens de détailler, un stagiaire plutôt technique et un stagiaire plutôt commerce, communication et marketing, pour commencer en fait cette démarche d'agrandissement en ressources humaines. Excellent. Et après, excuse-moi, vas-y, mais je te laisse finir. Il y avait un dernier élément de ta question à laquelle je n'avais pas répondu. Ouais. C'était nous sur le côté industrialisation en fait. Okay. Et l'industrialisation, aujourd'hui, ce qui est prévu en fait, c'est nous une sous-traitance via nos partenaires en fait, que sont Airbus et Salomon, qui sont nos deux gros partenaires aujourd'hui d'un point de vue industriel. Airbus pour la partie carbone et Salomon pour les semelles en fait. Super, ok, merci de cette précision. Et toi, juste, ça m'intéresse quand même parce que j'avais pas ta maturité à ton âge. comment ça s'est passé cette transformation? Parce que est-ce que tu es rentré à l'école en te disant je vais être entrepreneur un jour, ou est-ce que c'était vraiment le fruit du hasard qui a fait que toi et Hugo, pardon, vous êtes dit bah tiens ouais c'est un super projet, et ça a grandi avec vous? Avec ce projet-là, comment c'est arrivé cette idée de se dire je suis entrepreneur et je peux vivre comme ça parce que c'est un projet qui m'attire vraiment? Là, je vais vraiment donner une réponse donc, personnelle de mon point de vue parce que je ne sais pas comment ça s'est passé pour les autres de l'équipe. Mais moi, vraiment, je dirais que la conclusion de ça, c'est que je ne sais pas dire non, en fait. Et globalement, ça part en arrivant franchement à l'école, je me cherchais un petit peu. J'étais là, je dirais que j'arrivais en tant que généraliste, en fait, en se disant, on se ferme pas de porte et en étant généraliste, en fait, j'arriverai quelque part, on va dire. Et je sais pas encore où, mais je me laissais, j'étais ouvert aux opportunités, on va dire. Et ce projet nous tombe dessus, j'ai envie de dire. On le sélectionne aussi, hein, et on est sélectionné par ces porteurs de projet-là pour faire ce projet-là. Donc, c'est juste un projet école. Moi, je travaille dessus comme ça. Et puis, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a des résultats. Ça donne du sens à ce qu'on fait aussi, de mettre nos compétences sur quelque chose qui donne du sens vraiment avec un retour humain très fort. Et donc, on continue. En fait, je continue à travailler dessus. Je me pose pas vraiment de questions sur mon avenir, mais pour l'instant, ça reste un jeu et c'est au sein de l'école, en fait. Donc, il n'y a pas de prise de risque en soi, je m'implique là-dedans comme certains ont pu s'impliquer dans des projets associatifs dans l'école où je choisis de consacrer du temps à ce projet-là. Et vient le temps des grandes questions après sur quel est l'avenir en fait après l'école. Et là, moi, j'avais pas la fibre entrepreneuriale honnêtement de base, je pense, mais ce qui se discute, je pense maintenant. Mais c'était pas ce que je cherchais à faire en fait. Je voulais pas forcément prendre du risque en fait. Je pense que c'est le vrai mot, hein, mais derrière, tomber sur un projet comme ça qui me passionne. Moi, je suis rentré dans l'entrepreneuriat par un projet qui me passionne, pas en me disant je vais entreprendre et je vais trouver un projet en fait. Et c'est vraiment ce projet-là qui m'a mis à fond sur l'entrepreneuriat. Et puis après, le fait d'être encadré, honnêtement, que ce soit l'incubateur, le parcours étudiant-entrepreneur, vraiment, c'est des structures et pour rester interne à l'école, mais au-delà de ça, on a des structures plus régionales et départementales qui aussi nous conseillent. Et vraiment, tout ça, ça nous permet en fait d'être en confiance vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui, moi, m'a poussé à continuer dans cet entrepreneuriat-là, en sachant que
aujourd'hui, moi, la prise de risque est très limitée en soi. Je n'ai pas encore d'enfants, de maison, et vraiment, c'est un projet pour lequel je vais me donner à fond, mais ça ne met pas en péril la suite de ma vie non plus. Donc, je peux vraiment m'y mettre à fond sans être sur la retenue et en ayant peur, en fait. Et donc, vraiment, c'est que du positif, en fait. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est comme ça que ça m'est venu, vraiment. C'est beau retour d'expérience. Merci Victor. C'est top du top, franchement. Bravo à toi. Bravo aussi à l'équipe de Philippe là, qui encadre bien apparemment. C'est top. Et donc Philippe, toi ok, tu as un rôle d'incubateur, etc. Mais il y a un rôle aussi des enseignants-chercheurs, notamment. Comment ils arrivent à intégrer justement à la fois leur métier d'enseignement, leur métier de recherche, parce qu'ils sont sur des projets de recherche eux-mêmes, et puis, des projets comme ça où il faut les faire intervenir, comment ça fonctionne et comment tu arrives à les faire rentrer sur le projet? Comment ça se passe en fait? Je crois que Victor a bien précisé ce qui fait qu'un ancien chercheur, qu'un élève va venir sur un projet. C'est avant tout la passion. On a des enseignants-chercheurs dont la passion est vraiment la recherche et d'autres qui sont peut-être plus ouverts sur le monde d'aujourd'hui, sur tout ce qui va se passer et qui n'ont pas peur de se frotter au monde de l'entreprise, aux difficultés d'un marché et à écouter ce que va leur imposer peut-être un marché pour pouvoir continuer à exister. Donc, il n'y a pas de portrait robot de l'enseignant. Moi, je crois que il en va des enseignants-chercheurs comme des personnes dans la vie, donc des gens qui sont ouverts à ça et d'autres qui sont un peu moins ouverts à cette problématique-là. C'est pas plus compliqué d'amener un enseignant-chercheur sur un projet, du moins qu'il y prend goût, qui comme Victor, voit petit à petit des choses apparaître dans son projet et grandir. Et qui se dit mais si c'est possible et puis allez on y va, on continue. C'est ce qui fait la beauté des projets. Moi j'ai écouté Victor et je suis très satisfait parce que c'est vraiment le résultat de ce qu'on cherche à faire nous à l'incubateur. C'est-à-dire que les décisions, c'est le porteur de projet qui les prend. C'est jamais les gens de l'incubateur qui vont forcer une décision auprès d'un porteur de projet. Donc, par contre, voilà, moi, dans les valeurs qu'on porte, j'affiche toujours, c'est un mot que j'emploie souvent, c'est le mot d'altruisme éclairé, c'est-à-dire qu'on se met au soutien du projet. On va lui donner toutes les pistes, tout ce qu'on voit avec notre expertise et notre expérience des montages. On essaye de lui donner tout le panorama des choix possibles et puis on va l'accompagner dans les décisions qu'il va prendre, quoi. Et surtout, pour éviter donc on a plus de 90%, on est entre 80 et 90% de projets qui, une fois incubés, continuent à vivre même 5 ans ou 7 ans après. Tout ça, c'est parce qu'on les fait grandir petit à petit et on les sature pas d'informations parasites. Donc, au tout début, on va parler du modèle économique, on va parler de la proposition de valeur, mais on va surtout pas parler des problèmes de charge ou des problèmes de trésorerie que peut rencontrer une entreprise. Et petit à petit, quand on sent que les projets mûrissent et avancent, on va commencer à parler de RH, on va commencer à parler d'industrialisation, de système qualité, etc., de façon à les faire monter doucement en puissance et jamais arriver à saturation. On parlait tu parlais d'esprit de maturation. C'est vrai que c'est un retour de tous les étudiants qui suivent le parcours étudiant entrepreneur. C'est qu'en 6 mois dans le parcours étudiant entrepreneur, je pense qu'il gagne en maturité autant que quelqu'un qui serait en entreprise depuis 1 an ou 2 ans, quoi. C'est à peu près sûr qu'on voit tous les aspects dans le parcours étudiant entrepreneur et ils travaillent sur un vrai projet qui est le leur. Et donc, ils arrivent vraiment à gagner en maturité très, très rapidement.
Voilà ce que je peux dire sur la maturité et sur le fait des anciens chercheurs. Moi, je suis très reconnaissant et chaque fois qu'on communique, tu vois, j'ai pas oublié de donner les noms des anciens chercheurs parce que je pense que c'est ceux aussi qui fait que le porteur de projet peut se sentir complètement accueilli au sein de l'école et dans un centre de recherche et un incubateur et dans toute l'école, puisque comme le disait Victor tout à l'heure, c'est toute l'école et tous les services de l'école, la com, les services généraux, la livraison des colis, enfin, c'est tous les services de l'école qui se mettent au service de l'incubé. Ok, c'est clair, merci. Merci Philippe. Donc un dernier mot de Victor, c'est qu'est-ce qu'on peut souhaiter de bon pour la suite de Hopper en fait. Donc ça se déroule comme sur notre plan, c'est-à-dire qu'on puisse vendre nous dès le printemps 2022, là ça serait vraiment c'est le point de départ de ça. Que derrière notre produit séduise hein, que ça séduise les personnes vraiment pour atteindre notre dernier objectif qui est vraiment l'essence même de ce projet de base qui est de rendre le sport plus accessible aux personnes amputées en fait et que à horizon 1 an, 2 ans le sport devienne quelque chose vraiment de plus et notamment en particulier tous les différents types de courses et de randonnées ça devienne quelque chose vraiment d'accessible et normal pour les personnes amputées des membres inférieurs. Voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter de plus pour Hopper. C'est génial, c'est une mission claire et précise avec une vision qui va tout droit là. C'est top, c'est franchement bravo. Ben, bravo à vous Philippe et Victor, merci beaucoup pour ce podcast que j'ai adoré. Enfin voilà, c'est top du top. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose qu'on peut rajouter dans le podcast ou est-ce que vous voulez dire un dernier mot Alors moi je vais dire quelque chose, je ne sais pas si tu pourras le rajouter ou comment on va pouvoir le rajouter, mais c'est un lien avec les alumni et puis avec les valeurs qu'on porte tous, nous, anciens des écoles des mines. C'est la solidarité qu'on peut avoir entre alumni. Il y a un ancien qui a testé les lames et donc qui est amputé et qui, au mois de février 2021, a testé les lames et a donné un très beau témoignage en disant ressentir le vent sur mon visage en train de galoper, je ne croyais pas pouvoir ressentir ça et moi ça m'a ému ce témoignage-là et j'aimerais qu'avec avec tous les anciens on puisse se cotiser pour que ce collègue à nous puisse bénéficier peut-être de la première lame commercialisée par Hopper. Je crois que ça serait vraiment un signe fort des alumni et qui répondrait vraiment aux valeurs que tous les alumni on porte en nous et tous les anciens, tous les mineurs on porte. Je crois que ça serait vraiment chouette. On en a beaucoup discuté avec Victor et avec Hugo. On est tous à fond, mais maintenant il faut qu'on arrive avec l'association des alumni à arriver à faire ce super cadeau qu'on pourrait faire à notre collègue. Ouais, super, bravo Philippe, c'est cool, c'est une super initiative. Donc je ne sais pas concrètement comment on peut faire là, cet appel, en tout cas pendant le podcast on peut le faire, il n'y a pas de souci, et c'est avec grand plaisir. Après, voilà, concrètement, je pense qu'il faut passer par la présidence de l'alumni, des alumni, et puis après qu'ils fassent de la com dessus pour qu'on fasse une collecte, voilà, et ce serait top, franchement ce serait vraiment top. C'est tout ce qu'il y a à faire, hein. C'est la balle est dans le camp des alumni parce que je pense qu'il faut passer par l'association, faire un don sur le site de l'association et puis ça devrait marcher. Ouais, c'est cool. Et puis, enfin, excuse-moi du terme marketing, là, c'est une super histoire, là, ce que tu racontes, Philippe, c'est génial. Et moi aussi, ça m'émeut, quoi, d'entendre ça, c'est génial. Donc, bravo à Victor pour ce projet et d'aller vraiment de l'avant pour pouvoir permettre à tous ces gens qui vont pouvoir ressentir à nouveau le vent lorsqu'ils font de la course. C'est génial, franchement, c'est top. Et ce qui est dingue, c'est que des témoignages comme ça, dès qu'ils font des séances de tests, des focus group, ils en ont à l'appel, quoi. Et donc, chaque fois, dès qu'ils font une soirée, enfin, Victor, je parle à ta place, mais tu devrais le dire, mais chaque fois qu'ils font tester des lames à des gens et que les gens regalopent à nouveau, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux comme proposition de valeur de te dire, tu retrouves dans les libertés et tu retrouves un petit peu ta vie, pas tout à fait ta vie d'avant, mais un petit peu ta vie d'avant, quoi. C'est top, quoi. Et toi, Victor, qu'est-ce que tu dirais pour, comme dernier mot Est-ce que tu as envie de passer un message aussi? Enfin, tu es le bienvenu. Hein.
Ça me fait réagir à tout ce que vous dites. En effet, c'est vrai que le retour humain est vraiment important et c'est impressionnant. Des journées test, vraiment, nous, c'est notre carburant presque pour travailler. Une journée test où on rencontre une vingtaine de personnes, c'est le retour qu'on a, c'est impressionnant. Et souvent, on a des profils vraiment très différents, que ce soit des personnes qui ont déjà pu en fait recourir avec des matériels qui existent déjà aujourd'hui, qui ont un petit peu d'expérience, ou des personnes qui n'ont plus fait de sport en fait depuis leur amputation. C'est vraiment, on a tous les profils et c'est fou le retour positif de vraiment toutes ces personnes, c'est quasiment sans exception en fait. Vraiment, c'est impressionnant ce retour positif. Et nous derrière, dès qu'on a fait une journée test, en fait, on a du carburant pour des mois en fait, et c'est vraiment c'est fort. Ouais, c'est génial. Bah, bravo, bravo Victor, bravo Philippe. C'est top du top ce que vous faites. Bah, continuez fort, continuez bien. Tenez-nous au courant, tenez-nous informés, soit par la presse, soit par voilà, les journaux, Internet, etc. C'est top du top. Franchement, moi, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait triper d'être avec vous aujourd'hui. Franchement, c'est le top du top et de pouvoir un peu diffuser cette information, c'est super génial. Voilà. Donc, merci à vous. Si vous avez encore des choses à rajouter, on peut le mettre. Autrement, ben, on se dit bye bye et puis on se dit à une prochaine, quoi.